Bonjour Jade, bonjour Céline, merci d'être là. On est un petit peu en avance, on va démarrer entre 4 heures et 4h05, le temps de laisser quelques minutes au dernier retardataire. Bonjour Myriam, bonjour Alexandra. Juste pour être sûr, tout le monde m'entend? Bonjour Clémence, encore du monde qui arrive. Bonjour Geneviève, vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, rapidement vous présenter dans la partie de chat, l'onglet en bas à droite de votre écran. On va démarrer dans quelques minutes. Merci Myriam. Bonjour Emma. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. On va démarrer dans quelques minutes. On va laisser encore 2-3 minutes en retardataire. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va démarrer dans 2 minutes. Le temps que les dernières personnes se connectent. Vous pouvez d'ores et déjà vous présenter sur la partie de chat du webinaire en bas à droite. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien. Allez, encore une minute et on va pouvoir démarrer. Bien, on va pouvoir démarrer. Donc, je vois qu'il y a encore un petit peu de monde qui arrive, mais on va démarrer quand même. On va passer ensemble environ une heure où je vais vous parler d'accessibilité, de problématiques liées à l'informatique et à la déficience visuelle et faire un petit point sur ce qui existe, les problématiques qui peuvent arriver et les pistes de réflexion et les solutions que l'on peut proposer et qui, à mon sens, peuvent être pertinentes d'être mises en place. Je répondrai à toutes vos questions à la fin. Certains de mes collègues sont là également sur le chat pour vous répondre s'ils ont la réponse. Vous pouvez dans tous les cas me laisser vos questions dans l'onglet chat du webinaire, celui qui est ouvert en bas à droite. J'y répondrai à la fin. Donc, pas forcément sur le coup, mais à la fin, on prendra ce temps d'échange. Je vais partager mon écran. Donc voilà la problématique du jour. Comment choisir le logiciel adapté pour les déficients visuels? On sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique, hein. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites sur l'informatique. Le papier, même s'il est encore là, tend à disparaître. Et l'aménagement d'un poste de travail et plus généralement, sans parler de poste de travail tout de suite, mais plus généralement d'un poste informatique, c'est aujourd'hui une vraie problématique qui demande un certain nombre de prérequis et puis de savoir, et puis surtout avoir les bonnes clés, les bonnes clés de compréhension pour trouver les bonnes solutions à ces différentes problématiques. Vous avez ici le sommaire des points qu'on va évoquer ensemble. En premier lieu, les difficultés rencontrées par les déficients visuels sur les postes informatiques, l'accessibilité Windows, puisque qui dit informatique dit en règle générale Windows, en tout cas dans 90% des cas. La présentation des deux grandes familles de solutions, donc les agrandisseurs d'écran contre les lecteurs d'écran, les forces et les faiblesses de chaque solution, un petit panorama sur les acteurs d'une adaptation informatique réussie, un petit point sur les prérequis matériels, l'importance de l'audit aussi. L'audit, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est de poser un vrai terreau stable et fiable pour les semaines, slash mois, slash années à venir. Et c'est ce qui va permettre de faire un aménagement réussi et pérenne dans le temps. Les aides matérielles pour un aménagement informatique optimum. Bon, là, on s'attardera un petit peu sur la partie matérielle de l'aménagement, clavier, luminaire et autres. L'importance aussi de la formation et le suivi de formation. Et puis, à la fin, une session de questions-réponses. Et on commence tout de suite par les difficultés rencontrées par les déficients visuels sur les postes informatiques. Euh, on peut déjà voir une première difficulté sur le slide qui est là, c'est tout simplement les troubles musculo-squelettiques avec une personne qui va utiliser l'informatique et qui va être forcée de forcer sur son cou, en fait, pour pouvoir lire ce qu'il y a sur l'écran.
Ça n'a l'air de rien. Beaucoup de personnes le font de temps en temps au quotidien. Quand ça atteint ce niveau-là, bah, c'est forcément qu'il y a une problématique. Alors, elle peut être musculaire, elle peut être squelettique, mais elle est en règle générale visuelle. Le fait de rapprocher l'écran de sa vue pour mieux voir, tout simplement, et ça va créer des troubles musculo-squelettiques. Et bien souvent, on est mis sur les troubles musculo-squelettiques, mais pas assez souvent sur les troubles visuels, d'où découlent en fait ces troubles musculo-squelettiques. Autre problématique qui arrive assez souvent dans l'adaptation d'un poste informatique, ça va être tout ce qu'on va appeler fatigue visuelle. Donc, tout simplement, la fatigue en fin de journée ou même pendant la journée, qui peut créer une gêne visuelle, un fort éblouissement, des douleurs dans les yeux jusqu'aux céphalées, hein, ou dans les cas les plus durs, les plus complexes, les personnes vont même devoir, à la fin de la journée, s'isoler dans le noir pour récupérer. Euh, je pense que vous avez tous été confrontés à des cas de ce type de temps en temps, des personnes qui disent ne pas supporter la lumière en règle générale, et encore moins la lumière des écrans, et qui, à la fin de la journée, sont forcés de tout couper, de se mettre dans le noir pour récupérer. Vous avez ici typiquement un exemple d'adaptation de poste de travail. C'est pour illustrer, hein. C'est avant tout un exemple où là, effectivement, on a une personne donc, qui a des problématiques visuelles. Son poste de travail a été adapté de telle manière à ce que le texte qui est à l'écran, qui est ici, donc, soit zoomé pour faciliter la lecture. Et à côté, vous avez un téléagrandisseur pour agrandir le papier. Mais là, en l'occurrence, on est sur comment agrandir les documents informatiques et comment améliorer l'accessibilité des documents informatiques. Vous avez là un exemple concret de ce qu'il faut faire, tout simplement. Ça va être, par exemple, mettre un fond noir sur une écriture blanche. Il y a plusieurs manières de le faire, il y a plusieurs logiciels qui permettent de le faire. Mais là, vous avez un exemple concret de ce que ça peut donner à l'usage. Premier point à évoquer ensemble, c'est l'accessibilité Windows. À savoir que Windows a fait énormément d'efforts ces dernières années, enfin Microsoft, pardon, a fait énormément d'efforts ces dernières années pour rendre accessibles ces différents outils. Alors quand je dis outils, je parle de Windows en premier lieu, mais ça inclut également Word, Excel, PowerPoint et en règle générale tous les produits Office. Donc en définitive des produits qui sont utilisés tous les jours par énormément de personnes. Ces produits-là, il y a encore quelques années, n'étaient pas du tout accessibles. On était forcé de passer par des logiciels tiers. Depuis quelques temps, des aides à l'accessibilité sont apparues et ces aides peuvent déjà rendre énormément de services. Vous avez ici, tout en haut, la démarche pour rendre accessible un poste de travail. Alors, ça va se passer pour ceux qui ont quelques petites connaissances en informatique dans les options d'ergonomie. Pour ça, il faut tout simplement cliquer sur le menu Démarrer, Paramètres, Options d'ergonomie, et là, on va avoir énormément de fonctions d'accessibilité. Le gros intérêt de ces fonctions d'accessibilité, c'est qu'elles vont vous permettre d'utiliser votre PC sans avoir à changer totalement vos habitudes de travail. C'est gratuit, donc c'est intéressant. Ça permet de ne pas changer les habitudes de travail de la personne, en tout cas pas trop. Elle reste sur son environnement Windows classique qu'elle peut maîtriser de A à Z. Elle a la possibilité également de modifier les différentes couleurs de ce qui est à l'écran, de grossir dans une certaine mesure le texte qui est à l'écran, voire même de vocaliser totalement le PC à l'aide d'un outil qui s'appelle le narrateur, que vous connaissez, que certains en tout cas connaissent peut-être, qui va permettre de transformer Windows en lecteur d'écran de manière totale. Ça, c'est pour les caractéristiques, je dirais, générales de ces outils. Et là, vous avez les points positifs de ces outils et les points négatifs. Alors, les points positifs, effectivement, c'est gratuit. Ça ne change pas les habitudes de travail de la personne. Il n'y a pas de surcouche logicielle, ce qui fait que le fait qu'il n'y ait pas de surcouche logicielle, ça permet de faciliter le travail et des services informatiques, puisqu'il n'y a pas de logiciel à valider en amont,
Et également, il n'y a pas une prise en compte trop forte de la mémoire sur ces outils. N'importe quel PC peut faire tourner ces outils. L'inconvénient, par contre, c'est qu'on est limité en termes de qualité d'image en cas de fort grossissement. On va vite avoir une image qui pixelise, y compris sur les polices. Cette espèce d'impression que les polices et que les têtes sont crénelées, ont beaucoup de grains. Ça va assez vite arriver. Donc, ça va limiter quand même un petit peu la qualité d'affichage de ces outils et ça va limiter leur utilisation à des déficiences visuelles qui vont être relativement modérées. En tout cas, modérées dans ce qu'on entend en termes de basse vision. Et puis, la synthèse vocale de Windows, qui s'appelle le narrateur, elle est très bien parce qu'elle est gratuite et elle mérite d'exister, mais elle a un inconvénient, c'est que quand on vient d'une synthèse vocale autre, la plus connue étant JAWS, on pourrait également citer NVDA, ça va nécessiter de réapprendre totalement l'utilisation de son PC puisque les raccourcis clavier vont changer totalement. Et donc, du coup, il va y avoir une grosse phase d'apprentissage pour réapprendre à utiliser son PC, alors que d'autres outils font aussi bien sans changer tout ça, en fait, sans changer la partie apprentissage des raccourcis clavier. Donc, c'est vraiment, je vous invite vraiment tous à utiliser, si vous êtes confronté à des cas de figure de ce type, l'accessibilité Windows, même si vous n'avez pas de cas concret actuellement dans vos dossiers. Vous pouvez tout à fait chez vous, pour tester ces fonctions d'accessibilité. Donc, pour rappel, c'est menu Windows, paramètres et options d'ergonomie. Et vous pourrez quand même avoir un premier niveau d'accessibilité qui est acceptable et qui va être utile pour une déficience visuelle qui va être, on va dire, de légère à modérée. Mais ça peut déjà donner des premières pistes de recherche. L'autre inconvénient de ces solutions, que j'ai oublié d'ailleurs de préciser dans mon slide, je m'en excuse, c'est que ces options d'accessibilité Windows, même si elles sont là, elles ne vont pas forcément être compatibles avec tous les logiciels métiers. Alors, qu'est-ce que j'entends par logiciel métier? Ça va être un logiciel qui va être développé pour une application bien précise. Un logiciel de réservation de chambre d'hôtel, par exemple, un logiciel de comptabilité, un logiciel, il y en a énormément aussi dans la fonction publique, tout ce qui est logiciel de standard pour décrocher le téléphone. Ce sont des logiciels métiers qui sont développés par des développeurs tiers qui ne sont pas reliés à Microsoft et qui bien souvent ne vont pas se soucier de l'accessibilité parce que ce n'est pas dans leur cahier des charges. Et l'accessibilité Windows n'est pas compatible avec ces logiciels. Donc, on se retrouve avec un Windows qui, lui, va être accessible sur tous les outils Microsoft, mais qui, une fois arrivé sur le domaine spécifique de l'utilisateur, quel qu'il soit, hein, ne sera pas forcément compatible en termes d'accessibilité. Et donc, le travail ne sera pas fait correctement. Donc, c'est ce que j'ai mis à la fin. Bien que efficace, les options d'accessibilité ont leurs limites. Seul un logiciel pleinement adapté répondra totalement aux besoins de l'utilisateur. On va passer maintenant à la présentation de chaque solution. Alors, vous avez ici les deux grandes familles de logiciels d'adaptation de déficiences visuelles. D'un côté, les agrandisseurs d'écran avec ZoomText et Supernova, et d'un autre côté, les lecteurs d'écran avec JAWS et NVDA. Il faut bien comprendre une chose, les agrandisseurs d'écran, en définitive, ils vont vous permettre de très peu changer les habitudes de travail de la personne. On va rester sur un environnement qui fondamentalement est visuel, mais qu'on va juste adapter selon les besoins de la personne, selon les besoins et les contraintes de la personne. Mais on restera en visuel. Ce qui fait que du coup, on va pouvoir continuer à utiliser sa souris, on va pouvoir continuer à utiliser son PC comme quelqu'un de totalement voyant le ferait en définitive, avec certes quelques adaptations, par exemple une souris de couleur jaune au lieu d'une souris de couleur noire, pour la repérer plus facilement, mais on pourra l'utiliser. Les lecteurs d'écran, en revanche, c'est tout à fait l'inverse, puisque le lecteur d'écran, il est préconisé essentiellement pour une personne qui va être soit en cécité, soit en malvoyance profonde. Et là, forcément, il y a un premier piège, hein, c'est que la souris, on ne peut plus l'utiliser pour une raison toute simple, c'est que la souris, elle est repérée dans l'espace via son axe X ou Y.
Et le lecteur d'écran, comme lui, il fonctionne en fait par balise, chaque partie de l'écran va être balisée, on ne pourra pas dire bah, tiens, ta souris est à tel ou à tel endroit. Ou en tout cas, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a des moyens détournés de le faire, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Et le lecteur d'écran, en définitive, on va oublier toute cette notion d'amélioration visuelle de l'accessibilité pour se concentrer vraiment sur la partie vocalisée. Les agrandisseurs d'écran proposent également des options de vocalisation, mais elles sont beaucoup moins avancées que la partie lecteur d'écran. On ira toujours beaucoup plus loin en termes d'accessibilité, en termes de retour audio et en termes de ce qui se passe à l'écran, en définitive, avec un lecteur d'écran par rapport à un agrandisseur d'écran. Mais par contre, un agrandisseur d'écran proposera plus de fonctions dédiées à la partie visuelle, agrandissement de l'écran, qu'il soit partiel ou total, gestion de plusieurs écrans. On peut tout à fait décider avec un agrandisseur d'écran d'avoir un écran en taille standard et un autre écran où le zoom va être zoomé par deux, ce qu'on ne peut pas faire avec un lecteur d'écran. Et les lecteurs d'écran, en revanche, auront un niveau de détail beaucoup plus poussé en termes de gestion du vocal et en termes de navigation par clavier. Et vous avez les produits que moi j'appelle les produits hybrides, le plus connu étant ZoomText Fusion, qui en fait est le mélange est une suite comprenant et ZoomText et JAWS. Et vous avez son équivalent chez Dolphin, qui est Supernova Entreprise, tout simplement. Qui va être l'équivalent entre Supernova version visuelle et Supernova version vocale. Les avantages de cette solution, c'est qu'en fait, vous allez avoir le meilleur des deux mondes et une solution totalement complète. Vous allez avoir la possibilité d'agrandir les caractères, de modifier les contrastes, de créer même des scénarios de situation. Si on veut, par exemple, que telle fenêtre apparaisse en verte, alors que normalement, ce n'est pas le cas, on peut le faire. Et vous allez avoir la possibilité également de moduler vos scripts de langage en ajoutant de nouvelles langues, en mettant même des dialectes, pourquoi pas, c'est des choses qui sont envisageables. L'inconvénient de ces solutions, ça va être leur prix. Le fait d'avoir une solution clé en main comme ça, on va couvrir tous les besoins, mais en termes de prix, le prix va augmenter énormément. Et puis également, le temps d'apprentissage qui sera forcément plus long, puisqu'on a 2 fois plus de choses à apprendre. Les forces et les faiblesses de chaque solution. Les forces et les faiblesses de chaque solution. Donc, comme je le disais, les logiciels agrandisseurs d'écran, ils permettent réellement de rester dans un environnement visuel classique, même s'il est adapté. Donc, on améliore le ressenti visuel. On évite de changer toutes les habitudes de travail, même si on va forcément devoir en changer quelques-unes. Mais dans les grandes lignes, l'adaptation est plus facile. On peut éventuellement ajouter une synthèse vocale, si le besoin s'en fait sentir. Donc, ça peut être très utile, par exemple, pour une personne qui a une pathologie visuelle qui est modérée, qui 90% va pouvoir travailler en visuel, mais qui, par exemple, en fin de journée, va fatiguer, va faire de la fatigue oculaire, où là, on décidera de passer en vocal pour la fin de la journée, ou pour les très longs documents. Par contre, on a une synthèse vocale qui est beaucoup moins précise. On a un produit qui, en termes de ressources système, comparativement à notre accessibilité Windows, va être beaucoup plus gourmand. Donc, il faut prévoir un PC beaucoup plus puissant que ce qu'on prévoirait à la normale. Il faut l'anticiper. Il y a toujours un temps d'adaptation. Et puis, il y a toujours cet écueil aussi du logiciel métier où il faut vraiment tester en amont la compatibilité. Les lecteurs d'écran, en revanche, le gros avantage, c'est que ça va permettre à un utilisateur en cécité totale de travailler sur un PC standard. On va aller prendre n'importe quel PC du commerce, on va mettre un lecteur d'écran, la personne pourra travailler dessus. Ça va permettre aussi également d'avoir plus de finesse dans la gestion de la synthèse vocale, ajout de langue, ajout même d'expression, pourquoi pas, ajout même de dialecte, ça existe. Ça peut être utilisé même en coordination avec une plage braille. Si on a quelqu'un, par exemple, qui va travailler dans un centre d'appel et qui va être en cécité totale, et donc il a besoin d'avoir accès à l'information sur son PC, mais il a le casque sur les oreilles, donc il ne peut pas avoir accès à la voix,
On va prévoir une plage braille et le retour des informations se fera en braille, avec une plage braille qui permettra en fait de ressortir les informations de manière tactile. Par contre, le temps d'apprentissage est forcément plus long, puisque la souris, on l'oublie. Donc, essayez de travailler sur votre PC uniquement au clavier sans souris. Au début, ce n'est pas toujours facile. Ça va nécessiter également une connaissance parfaite de son clavier, puisqu'on va travailler uniquement au raccourci clavier. Donc, il ne faut pas se tromper de touche. La moindre commande, la moindre chose va être faite au raccourci clavier. On n'a aucune aide visuelle. Et on a certains logiciels métiers également qui demandent des adaptations spécifiques, qu'on va appeler des scripts, hein, pour ceux qui ont déjà entendu ce nom-là, pardon, qui va permettre en fait d'adapter vraiment totalement le logiciel à la personne. À savoir également que tous ces logiciels existent en téléchargement ou sur clé USB. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier et prendre en compte, c'est que pour chaque pathologie, chaque solution va être différente. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas préconiser un lecteur d'écran pour une personne qui a un restant visuel suffisant pour utiliser un agrandisseur d'écran. En termes de pédagogie, en termes d'ergonomie, aujourd'hui, c'est dommage. A contrario, on ne va pas préconiser un agrandisseur d'écran à quelqu'un qui aurait besoin d'un lecteur d'écran. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas exploiter pleinement les fonctions de ces choses. Et oui, comme je le disais, donc effectivement, ces logiciels existent en téléchargement ou sur clé USB. Ce qui m'amène aux avantages et aux inconvénients des différentes versions, donc version téléchargement ou version clé USB, sachant que ces versions téléchargement et version USB, elles existent donc pour Zoom Text, Supernova, JAWS et tout le reste. La version téléchargement, le gros avantage, c'est qu'on est totalement dématérialisé, donc il n'y a rien de physique au niveau de l'installation. Il est installé en permanence sur le PC, donc c'est aussi une facilité d'utilisation, hein. On l'installe une fois et après, on est tranquille. On a la possibilité de l'activer 3 fois, donc 3 activations par licence. Au niveau des activations, ça peut être 3 activations simultanées ou l'une derrière l'autre. Ça se gère exactement de la même manière. On peut tout à fait imaginer, par exemple, une personne qui serait 2 jours par semaine en télétravail et 3 jours sur site. On va acheter une seule licence qu'on va activer 2 fois. Une fois à son bureau, une fois à son domicile. A contrario, on peut imaginer 3 activations et puis une personne qui va activer qu'un à la fois. Elle a encore entre guillemets du RAB de 2 licences pour être installée au cas où sur un autre PC. L'inconvénient de cette solution, si l'utilisateur se déplace beaucoup, en tout cas plus que sur 3 postes, ça ne suffira pas. Autre inconvénient, le service informatique doit être en capacité de suivre le nombre d'activations de licences à distance. À défaut, nous, on peut vous aider là-dessus. Mais il faut qu'il y ait un service informatique quand même qui suive un minimum le nombre d'installations, qui soit un minimum sensibilisé à ça. Et ça, aujourd'hui, c'est aussi un gros enjeu de tous ces aménagements de postes de travail et de tout ce qui va avec. La version USB, donc qui va être sur une clé USB en définitive, il y a un avantage qui est l'inverse de l'autre en définitive, qui est qu'il n'est pas installé en permanence sur le PC. Donc, ça va être un avantage si la personne est très mobile, et puis ça va être un avantage aussi si le poste de travail est partagé. Aujourd'hui, c'est aussi un enjeu quelque part, hein. Il m'est déjà arrivé d'intervenir dans des situations où la personne disait « Ah oui, mais si on met Zoom Text sur le PC, vous comprenez, le PC il est partagé, ça va être problématique. » La version USB permet de répondre à ce besoin. Le logiciel est sur clé USB. Alors, il y a certes quelques manipulations à faire en amont, hein, une installation à faire à la base, mais le logiciel ne démarre pas tant que la clé USB n'est pas insérée dans le support USB. Donc, on s'affranchit totalement de cette question-là aussi. On est en totale autonomie pour la personne.
Il n'y a aucune notion d'activation, encore une fois, on peut l'installer sur 50 postes, il suffit que la clé USB soit branchée, ça va démarrer sur les 50 postes. C'est forcément adapté si la personne se déplace beaucoup, donc adapté en cas de poste non affecté. Ce que j'appelle poste non affecté, c'est ce qu'on appelle maintenant le flex office, hein. Ce qui est un peu la grosse tendance, hein, dans certains bureaux. C'est aujourd'hui, le salarié arrive le matin, quel qu'il soit, il se met là où il y a de la place. Alors, c'est toujours mieux quand l'utilisateur, surtout quand il a une déficience visuelle, a une place qui est attitrée pour des questions de gestion de la lumière, etc., etc. Mais en tout cas, la version USB permet, s'il n'y a pas d'autre solution, bah, à l'utilisateur de s'installer sur n'importe quel poste et de travailler sur le PC de son choix sans grosse difficulté. Le gros inconvénient de cette version, ça va être la fragilité du support USB et bah, le risque de perte, tout simplement. C'est-à-dire que si vous perdez votre clé USB, vous perdez littéralement votre logiciel. Si votre clé USB passe à la machine, comme c'est déjà arrivé, bah, concrètement, la clé USB elle est inutilisable et vous perdez littéralement le logiciel. Il y a des moyens quand même de récupérer les éléments, mais c'est assez compliqué. C'est assez compliqué et assez contraignant. Les acteurs d'une adaptation informatique réussie. Aujourd'hui, on sait que un aménagement de poste, que ce soit poste de travail particulier, professionnel, associatif ou autre, il y a forcément plusieurs acteurs dont on fait partie et dont vous faites vous aussi partie, forcément. Et tous ces acteurs, on a tous une forme de synergie à trouver, et c'est encore plus vrai dans l'informatique. Alors, au centre, vous avez l'utilisateur. Là, je vais parler essentiellement dans une logique de poste de travail, mais c'est un petit peu valable partout. L'utilisateur sera toujours au centre des besoins, ça c'est une évidence. Et puis, vous avez bien souvent le médecin du travail et l'orthoptiste qui vont faire ou l'orthoptiste d'ailleurs, ça dépend, qui vont faire le premier constat. Cette personne a telle problématique visuelle, il faudra adapter son poste de travail. Dans le meilleur des cas, on a un petit peu plus d'informations, ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, cette information, elle va remonter au RH. Le RH va dire, cette personne a une problématique visuelle, il faut adapter son poste de travail. Là, en règle générale, le RH, il peut être bien embêté. Ça peut être problématique. Et c'est là que va intervenir Cap Emploi et l'ergonome, et ou l'ergonome d'ailleurs, hein, ça peut travailler ensemble comme ça peut travailler différemment, qui va aller cibler les besoins. Quelle est votre pathologie? De quoi avez-vous besoin? Quel est votre poste? Comment vous voyez les choses? Bref, analyser le poste de travail de la personne. À ce moment-là, en règle générale, c'est souvent à ce moment-là que nous sollicite, hein, c'est flou, j'ai repéré tel dossier, il y a ça, 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 je pense à ça, ça, ça. Et c'est là où automatiquement l'informatique va arriver. Pourquoi? Parce que il y a toujours des demandes en informatique, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est aujourd'hui 90% du temps de travail de l'utilisateur sur son poste de travail. Et c'est là où bien souvent on va se lier à un premier accueil, qui est la DSI, ou les services informatiques, qui ne sont pas toujours le même nom. La DSI qui va dire « Ah, mais moi, je ne connais pas ce logiciel, je ne sais pas comment ça se passe, et puis, c'est pas dans notre parc de produits, non, non, il n'y a pas le droit et tout. » C'est là aussi où on va intervenir. J'ai la chance de pouvoir parler un petit peu de votre langage, un petit peu du langage des services informatiques et un petit peu du langage de l'utilisateur. Ce qui fait que je peux faire l'interprète pour vous, et plus je serai mis en amont dans la boucle, plus automatiquement, on va permettre à l'utilisateur tout simplement d'être à l'aise avec ses solutions et de pouvoir les tester sereinement, sans pression commerciale derrière et à son rythme. L'idée, elle est vraiment là, hein. Elle est vraiment que l'utilisateur puisse tester les solutions, les logiciels, euh, de manière totalement sereine et sans qu'il y ait eu un mauvais choix à la base par méconnaissance des logiciels. Ce que je disais tout à l'heure,
donner à une personne qui a en cécité un agrandisseur d'écran, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, il faut aussi que la DSI comprenne l'intérêt de ces logiciels et ouvre un petit peu les clés de la sécurité, quelque part, pour qu'au moins la personne puisse tester les logiciels. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas toujours simple. Je pense que vous avez tous, dans vos carrières, été confrontés à ce type de problème. Je ne sais pas. D'ailleurs, dites-moi, je regarderai après les messages. Dites-moi si ça vous est arrivé dans le chat. Et je serais curieux de savoir comment vous avez géré ça. Mais en tout cas, on est là aussi pour gérer ces questions-là, ces rapports-là euh, et ces problématiques-là, en fait. Et l'idée, ça va toujours être, bien évidemment, d'accompagner la personne au fur et à mesure de ses besoins et de l'aider à tester le logiciel. Alors, on va accompagner la personne au début. On va faire ce qu'on appelle un audit. Bah, j'y viens après, d'ailleurs. Mais sachez qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle un audit, qui va permettre de valider l'adéquation entre l'utilisateur et le logiciel, et qui va permettre aussi une première prise de contact avec la DSI pour leur faire découvrir pourquoi il faut utiliser tel logiciel et comment ça marche, tout simplement. Les prérequis matériels, ça c'est toujours la grande question. Comme je le disais tout à l'heure, dans le cas de Windows, des solutions d'accessibilité liées à Windows, vous n'aurez pas cette problématique-là qui va se poser puisque tout est déjà intégré. Donc, c'est une facilité. Et dans certains cas, ça peut suffire. Par contre, quand ça ne suffit plus, bah, il faut se poser la question, effectivement, est-ce que le PC est assez puissant? Est-ce qu'il va permettre de faire tout ce qu'il faut? Et là, je vous ai mis sur ce slide, on vous enverra normalement hein, à la fin du webinaire hein, les slides. Donc, je vous ai mis les configurations minimales et les configurations recommandées pour faire tourner correctement ces logiciels. Alors, sur la configuration recommandée, Intel insert 3 GHz, 6 € plus, et 16 Go de RAM, c'est bien. On peut travailler avec 8 Go, on peut même travailler dans certains cas avec 4 Go, mais je déconseille, il faut vraiment toujours essayer de viser la configuration recommandée. Si vous ne savez pas, selon vos métiers, selon tout ça, c'est pas grave. Vous pouvez toujours prendre en photo quand vous vous déplacez ou si vous passez devant le PC de l'utilisateur, vous envoyez la photo, on va bien trouver une solution pour trouver la config qui va bien. En règle générale, plus on va avoir d'informations en amont, plus on va tous se faciliter la vie et faire en sorte que ça marche correctement. Le disque dur SSD, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui parce que c'est ce qui va permettre un accès plus rapide aux informations et forcément une vitesse plus élevée et un traitement beaucoup plus fluide de l'utilisation des données. Excusez-moi. L'audit de compatibilité, qui est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qui est extrêmement important et qui va permettre de valider tous les points qu'on a vus plus haut avec les différents acteurs. L'objectif, donc, c'est valider la compatibilité des logiciels métiers avec la solution qu'on aura préconisée, ZoomText, Supernova, NVDA, JAWS, et puis également revalider aussi les attentes de l'utilisateur et son niveau réel. L'idée, c'est vraiment de s'éviter en fait énormément d'écueils le plus tôt possible avant même qu'une action de formation soit entreprise. Cet audit, il est totalement gratuit. C'est aussi pour vous l'assurance d'avoir au final une prestation calibrée en termes de temps et de qualité. Puisque si après il y a une prestation de formation, à la sortie de cet audit, on pourra déjà vous dire telle personne, elle a telle pathologie, telle contrainte, il y a tel logiciel métier, on envisage de partir sur tel logiciel pendant X heures de formation. Ce qui permet déjà d'anticiper tous ces besoins le plus tôt possible, de manière à limiter énormément d'écueils, tout simplement. À savoir aussi qu'il y a des versions d'évaluation de ces différents logiciels qui existent, donc JAWS, Supernova ou ZoomText. Le seul logiciel
qui n'a pas de version d'évaluation, c'est NVDA, pour une raison toute simple, c'est que NVDA est totalement gratuit. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un logiciel open source, il est gratuit. Il a aussi cet avantage de la gratuité d'être en libre accès. Il est disponible en téléchargement. On peut vous le fournir, hein, je vous invite à m'envoyer un email à la fin. Je vais vous envoyer le bon lien pour, pour que vous puissiez le tester. Attention, c'est un lecteur d'écran. Si on n'a pas l'information qui va avec et si on ne connaît pas le lecteur d'écran, ça va être compliqué. Ça veut dire que tout va se faire au clavier, il faut connaître les raccourcis clavier, il faut savoir comment marche le logiciel et comprendre sa logique. Mais il a le mérite d'être là et d'être totalement gratuit. Et c'est justement, comparativement au narrateur de Windows qui fait la même chose et qui est gratuit, c'est une alternative efficace, dans le sens où les raccourcis clavier vont être les mêmes que sur JAWS. Donc, il y a une passerelle à faire. On peut tout à fait, pour un utilisateur qui débute, le mettre sur NVDA au début pour tester, quitte à le basculer sur JAWS après, s'il y a un intérêt ou une demande forte à ce niveau-là. Donc, je vous invite vraiment à nous solliciter pour toute demande d'essai. Nos coordonnées sont à la fin du slide. On vous leur donnera si besoin. Point extrêmement important, alors c'est surtout pour les vieux utilisateurs, je dirais, de ces logiciels, ceux qui sont équipés depuis des années. Bien souvent, on est confronté à des cas où on est appelé à la dernière minute. L'exemple typique, c'est une personne qui est salariée d'une structure depuis des années et des années, qui tout d'un coup, il y a eu une mise à jour sur un logiciel de messagerie ou de téléphonie et son logiciel ne marche plus. Et là, c'est le drame. Parce que la personne qui était totalement autonome jusqu'à présent devient forcément totalement bloquée et totalement dans l'incapacité de travailler. Alors, dans le meilleur des cas, elle tire vite la sonnette d'alarme, ça arrive vite chez nous, on est vite au courant. Mais on a déjà vu des cas où la personne essayait de masquer ses problématiques et essayer de travailler comme elle pouvait au risque de dégrader sa santé quelque part, hein. Et puis surtout, il y a un vrai risque, d'ailleurs je l'ai marqué en gros, d'isolement social, parce que la personne l'utilisateur se sent exclu de la vie d'entreprise déjà, et puis exclu de ses missions. Donc c'est vraiment extrêmement important de faire une veille de très près, euh, surtout quand il y a des mises à jour de logiciels internes, hein, s'assurer que tout va bien, que tout se passe bien. Est-ce qu'il faut faire une mise à jour du logiciel ZoomText? Est-ce qu'il faut faire une mise à jour de tel ou tel logiciel? Il faut vraiment se poser ces questions-là et ne pas hésiter à aller au-devant des personnes, en définitive, leur poser clairement la question. Nous, on sera toujours là pour vous aider, pour refaire un audit hein, s'il faut. Hein. Vous pouvez vous appuyer sur nous sur ces questions-là. Refaire un audit de compatibilité. Par téléphone, ça se fait assez vite. Hein. Et refaire le point avec la personne, voire même proposer, si nécessaire, un complément de formation. Le gros intérêt, il est là aussi, c'est d'accompagner la personne sur le long cours et que la personne aussi, que les compétences de la personne grandissent avec la vie de la structure, la vie de l'entreprise, et que la personne soit bien, en définitive, à son poste. Les aides matérielles pour un aménagement informatique optimum, alors là, on va déborder un petit peu de la partie informatique, mais c'est aussi important. Vous pouvez tout à fait adapter d'un point de vue logiciel de manière parfaite le poste de travail de la personne. Si elle n'arrive pas à voir son clavier, elle sera embêtée. Si la lumière n'est pas adaptée, elle sera embêtée. Si elle a des reflets sur son écran, elle sera embêtée. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, d'une manière plus générale, quand vous pensez informatique, même s'il y a moins de papier, il faut aussi essayer de se poser la question globale de l'aménagement de poste de travail. Est-ce qu'elle a besoin d'un clavier en gros caractères comme celui qui est là? Est-ce qu'elle a des problèmes de motricité fine, pardon, elle va utiliser un logiciel Dragon. Ah, mais attention, si le micro est de mauvaise qualité, la reconnaissance de Dragon peut poser problème. Est-ce qu'elle a, comme on l'a vu au tout début, des douleurs dans la nuque, des troubles musculo-squelettiques, auquel cas il faut envisager un bras porte-écran? Est-ce que son bureau est dans une tour vitrée face au soleil, auquel cas il faut envisager des filtres aussi pour atténuer la lumière?
et de la lumière indirecte, etc., etc. Il faut vraiment essayer de penser de globalité. La partie informatique est extrêmement importante, mais bah, ce qui est autour aussi. Et bah, on passe quand même beaucoup de temps sur notre PC, donc on a intérêt à maximiser au maximum la partie, le poste de travail informatique. C'est aussi pour ça qu'on a les autres besoins, hein. C'est des analyses qu'on fait. Alors, c'est plus notre service ergonomie qui s'occupe de ça. Euh, on a un ergonome en interne, pour ceux qui s'intéressent, je vous invite à m'envoyer un email. Mais est-ce qu'il y a de la lecture papier? Auquel cas, on va partir sur telle ou telle solution. Est-ce qu'éventuellement, la personne fait des travaux manuels? Ça arrive aussi. Est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce qu'il y a de la téléphonie? Tout ça, c'est dans la continuité des questions qu'il faut se poser. Ce qui nous amène à la formation et au suivi de formation. Donc là, vous avez ici bah, la durée, pardon, excusez-moi, tous les types de logiciels sur lesquels on forme. Vous en connaissez sûrement un certain nombre, et puis j'ai parlé de certains, donc Zoom Text, qui est un agrandisseur d'écran, Supernova, qui est un produit qui fait la même chose que Zoom Text, mais qui va le faire de manière un petit peu plus pointue sur la partie accessibilité logicielle, qui sera beaucoup plus souple en termes d'accessibilité logicielle. JAWS et NVDA, qui sont deux lecteurs d'écran, qui font exactement la même chose, à la différence que NVDA est gratuit et JAWS est payant. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi utiliser JAWS si NVDA est gratuit? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les utilisateurs qui sont habitués à JAWS ont en règle générale un petit peu de mal à passer à NVDA, pour des raisons qui, d'un point de vue pédagogique, ne se justifient pas, mais qui sont des raisons d'habitude. Et puis la deuxième, encore une fois, c'est que les services informatiques, dans les grands groupes, hein, j'entends, n'aiment pas la gratuité, n'aiment pas ce qui est gratuit, n'aiment pas ce qui est open source, puisque NVDA est open source. Donc chacun peut analyser et décortiquer le code source de l'application. Et donc, privilégier toujours JAWS, qui est une solution fermée pour éviter tout risque de piratage. Vous avez également OpenBook, qui est un logiciel d'OCR qui va analyser du texte papier et le retranscrire sous forme vocale. Dragon Naturally Speaking, qui lui va vous permettre en fait de parler dans un micro et de retranscrire par écrit ce qui est marqué, ce qui est dit dans ce micro. VoiceOver, qui est la solution d'accessibilité d'Apple, etc., etc. Mais il faut aussi penser à l'accessibilité des téléphones. Alors là, vous avez quelques-uns des téléphones sur lesquels on forme, hein, la série du Smart Vision et du Mini Vision de chez Capsys. Le Smart Vision est d'ailleurs un téléphone sous Android, c'est un vrai smartphone, mais totalement adapté aux déficients visuels. Le VOD One, qui est une solution de téléphonie avec un OS en interne qui va permettre, entre autres, de capturer des documents papier et de les retranscrire vocalement, ainsi également que, encore une fois, VoiceOver ou Talkback, qui est la solution d'accessibilité d'Android. À savoir que, encore une fois, toutes ces formations, avant ces formations, il y a toujours un audit, et cet audit va permettre de définir la durée optimale de formation à présenter. Et toujours notre mission, en fait, hein, le but de tout ça, ça va être de préserver la santé visuelle de l'utilisateur, autant que possible en tout cas, et améliorer son intégration et son employabilité, ou sa productivité, c'est comme vous voulez. L'idée, c'est vraiment de limiter l'impact sur la santé visuelle et de permettre à l'utilisateur de travailler mieux et plus efficacement. Là, vous avez, alors, de manière un petit peu plus générale, notre process d'aménagement de poste de travail dans sa globalité, alors, qui peut commencer par une sensibilisation, puisqu'on a aussi des solutions de sensibilisation, je pense que certains ici en ont entendu parler, qui peut ensuite finir avec une étude de poste par notre ergonome spécialisé en déficience visuelle, si on gère tout en interne, ou alors par vous-même, puisque j'imagine que parmi les gens qui m'écoutent, il y a un certain nombre d'ergonomes, hein. Une fois que cette étude de poste est réalisée, on va partir tous ensemble sur la sélection des aides techniques et logiciels, l'essai de matériel, donc la mise à l'essai. Si l'essai est concluant, sur l'essai de matériel, j'entends, hein, si l'essai est concluant, bien évidemment, on va laisser la solution en prêt et on va passer en régularisation administrative, c'est-à-dire devis
éventuellement location, le temps que le devis aboutisse s'il y a un financement AGFIP ou autre. Ça, c'est à discuter dans un second temps. Suivi après d'une formation et d'une installation. Aujourd'hui, toutes les solutions qu'on propose, solutions matérielles, j'entends, on peut toutes les mettre en prêt. En tout cas, toutes celles dont le montant est supérieur à 300 euros, et même sur ce qui est en dessous, il ne faut pas hésiter à me solliciter. On peut échanger sur le sujet. On a en revanche une vraie problématique sur la partie formation et logiciel, puisqu'on ne peut pas mettre en prêt des versions complètes. Pourquoi? Parce que c'est immatériel. Donc, effectivement, quand il y a une urgence, quand on sait que le besoin est identifié et quand on sait qu'il y a un besoin de productivité de la personne, on va vous proposer éventuellement de vous faire un devis à part pour la partie logiciel et formation, de faire valider ce devis et puis d'anticiper la partie fourniture de logiciel et formation. L'intérêt, encore une fois, c'est de gagner du temps sur les dossiers. Sinon, c'est le risque, si on ne fait pas ça, bah, c'est de perdre 3 mois et d'avoir un utilisateur qui, pendant 3 mois, n'a pas de solution, en fait. Donc, c'est un vrai problème. Et l'idée, c'est toujours d'accompagner le salarié sur le long terme. On fait régulièrement des points réguliers et toutes les personnes qu'on forme ont nos coordonnées, hein, bien évidemment. Et on fait des points réguliers avec l'utilisateur pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficulté et répondre à ses éventuelles questions. Au niveau de la géographie, tout simplement, on peut travailler sur toute la France. Le siège social de la société est dans l'est de la France, à Strasbourg. Moi, je suis à Paris, mais j'ai vocation à me déplacer sur toute la France. J'ai un collègue qui est à Orléans, mais qui, pareil, qui a vocation à se déplacer sur toute la France. Et on a des relais locaux, un petit peu en France, qui vont être un petit peu, qui sont nos agents, en fait, hein, nos représentants, et qui sont formés à la base vision, qui ont un niveau de connaissance, en fait, qui vont pouvoir éventuellement installer les solutions, voire former, si besoin, qu'on a formé nous-mêmes à la base vision. L'intérêt, ils vont nous représenter. Et si vous nous appelez le lundi pour une intervention le mercredi, alors il faut aller très vite, hein, mais on peut tout à fait envisager de le faire si toutes les conditions sont réunies. Ça va permettre en fait une certaine flexibilité, un petit peu comme si on était en bas de chez vous. On ne peut malheureusement pas avoir des bureaux dans toutes les villes de France, donc on a cette solution-là d'agents partenaires qui vont permettre en définitive de répondre à vos besoins et de débloquer la situation et d'adapter le poste de l'utilisateur selon un cahier des charges qu'on aura défini. On gardera toujours la maîtrise d'œuvre, hein, de qui fait quoi, en coordination avec vous. Donc, ce sera toujours nous l'interlocuteur, ce qui est aussi une facilité, hein. Vous n'aurez que très peu d'interlocuteurs pour votre aménagement de poste. Mais par contre, ils vont pouvoir agir extrêmement vite. Donc, c'est aussi une souplesse intéressante. Vous avez ici en photo toute l'équipe. Alors moi, je suis le deuxième sur la photo, là. Voilà, vous avez Olivier, que vous connaissez sûrement, qui est le président de CFLOU. Thibaut, notre ergonome, et Nathalie, la coordinatrice des relations professionnelles. On est tous les quatre personnes dédiées au pôle professionnel, et donc on sera vos seuls interlocuteurs au quotidien. Sachant que c'est une volonté de notre part, hein. L'idée, c'est vraiment de fluidifier les échanges et d'éviter d'avoir 50 strates de manière à ce que vous ayez directement accès au bon interlocuteur. C'est flou en quelques chiffres. Alors aujourd'hui, on est 16 salariés. On est en train de fêter notre 10e année d'existence. Donc, vous pouvez dire, si vous le désirez, bon anniversaire sur le chat. Le chiffre d'affaires est à 2,7 millions. On a 30 000 clients et plus de 1000 références produits sur toutes les marques du monde. À savoir qu'on a le plus grand choix d'aides techniques sur toute la France en basse vision. Donc, c'est encore une fois pour vous un confort, puisque ça vous permet en un seul email ou en tout cas en un seul coup de fil d'avoir accès à l'ensemble du catalogue d'énormément de fabricants. Et forcément aussi, c'est une facilité pour vous d'utilisation. Vous avez d'ailleurs ici certaines des marques avec lesquelles on travaille, vous en connaissez peut-être quelques-unes. Orcam, qui a fait beaucoup de pubs ces derniers temps, LVI, Reinecke. On travaille avec toutes ces marques. Et
l'autre avantage aussi de travailler avec toutes ces marques, c'est que bah, on est impartial. On ne vous dira jamais qu'une marque est meilleure qu'une autre. Parce que de toute façon, on travaille avec toutes ces marques. Donc on vous donnera toujours, comment dire, les avantages et les inconvénients de chaque solution. On sait très bien aujourd'hui qu'en basse vision, la solution idéale n'existe pas. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit logicielle, ou même en termes de service, hein, la solution idéale n'existe pas. Par contre, il y a des solutions plus adaptées à tel ou tel profil. Et le fait de travailler avec toutes ces marques bah, nous permet d'avoir une neutralité qui est, ma foi, bien agréable. Vous avez ici quelques-unes de nos références clients. J'ai volontairement laissé de la place en haut ici pour le prochain, donc avis aux amateurs. Et ici, quelques prix qu'on a rapportés au fil du temps. J'attire spécifiquement votre attention sur le fait que nos avis sont sur avis vérifié et sont certifiés AFNOR. C'est-à-dire, en gros, qu'on paye pour ne pas avoir le droit de modifier nos avis. Donc, les avis qui sont sur ce site sont des avis validés, triple validés, et sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc, je vous invite à les consulter si vous le souhaitez, pour vous faire une meilleure idée de nos expériences clients. Et c'est maintenant l'heure des questions-réponses. Je vais ouvrir le chat et je vais essayer de répondre à vos questions. Y a-t-il des questions d'ailleurs? Pas de questions? J'ai dû être extrêmement clair alors. Alors, tout le matériel présenté peut être pris en charge par la sécurité sociale MDPH. Alors, tout, je ne pourrais pas dire à 100%, puisque, bah, encore une fois, on a plus de 1000 références. Néanmoins, il y a effectivement des prises en charge qui peuvent être faites par la MDPH sur énormément de matériel, par la sécurité sociale, en tout cas en partie sur tout ce qui est loupe électronique. Je n'ai pas le texte précis en tête, mais il y a une prise en charge qui est possible sur la partie loupe électronique, mais par la MDPH, c'est sûr. Donc, oui, il y a une prise en charge qui est effectivement possible. Et tous mes collègues, dont certains, je pense, doivent nous écouter, peuvent vous aider pour monter les dossiers si besoin, vous fournir les éventuels devis, tout ce dont vous avez besoin. J'espère que j'ai répondu correctement à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Bon, bah, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. C'est déjà dû être extrêmement clair. Dans tous les cas, pour toute question qui arrivera après, pourquoi pas, vous pouvez nous contacter, alors, soit par email à pro@cflou.com ou sur mon mail plus direct, christian@cflou.com. Vous pouvez également, et je vous invite tous à le faire, hein, nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et d'autres. Que Facebook et LinkedIn en tête, mais il y en a sûrement d'autres. Et surtout, si vous voulez être au courant des prochains webinaires et de l'actualité, inscrivez-vous à notre newsletter pro. C'est le meilleur moyen d'être mis au courant au fur et à mesure de toutes les nouveautés, produits, services et logiciels.
Bonsoir à Ah, tous, moi c'est Andra. Je voulais juste dire à Christian qu'il y a encore une question concernant nos prestations, si elles sont éligibles au dispositif PASS. alors, je regarde la question. Merci, Andra. Question de Julien, c'est ça? Ah non, c'est pas Julien, pardon. Nos prestations peuvent être éligibles au pass dans certaines régions. Donc, je ne sais pas, madame ou monsieur, pardon, qui a laissé la question, de quelle région vous êtes. Je vais essayer de remonter. Alors, Laetitia, voilà, c'est Laetitia. Au niveau de l'étude ergonomique, selon la région, ça ne passera pas forcément en passe. Par contre, pour tout le reste, tout ce qui est prêt de matériel, formation, aménagement en règle générale de postes de travail, on peut effectivement passer par le pass. Je vous invite à me solliciter pour toute situation. On peut faire une passe sans grande difficulté. Merci Julien pour ce complément d'information. Julien d'ailleurs avec qui on a déjà travaillé sur des dossiers. Y a-t-il d'autres questions? Bah, écoutez, a priori, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais donc libérer ceux qui sont encore là. Ah, si, question de Myriam. Quelles sont les aides qui peuvent être pour financer le matériel? Ça va dépendre du cas de figure, Myriam. Excusez-moi, on peut utiliser les aides de la MDPH, de la GFIP, selon les cas. Si c'est du particulier ou du professionnel. Alors vous, je crois que vous m'avez dit ce que vous êtes. Vous travaillez en médiathèque, je crois, Myriam, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je remonte. Ah non, vous ne me l'avez pas dit. Vous travaillez dans quel secteur, Myriam? Dans tous les cas, on peut solliciter les aides de la MDPH, de la GFIP. Et il y a aussi un autre aspect que je n'ai pas parlé dans la présentation, mais qui peut être pertinent dans certains cas, enfin, j'en ai parlé très rapidement, c'est l'allocation de matériel. Aujourd'hui, on est les seuls en France en basse vision à proposer de l'allocation de matériel, ce qui va permettre aussi, dans certains cas, de combler le temps d'attente, le temps que tout dossier aboutisse. Et ce qui peut aussi débloquer des situations potentiellement problématiques. Bien, bah écoutez, pas d'autres questions? A priori, pas de questions. Je vais donc mettre fin au webinaire. Vous laissez